À l'ESC 2025, ici à Madrid, ont été présentées les dernières recommandations portant sur les maladies valvulaires et j'ai le plaisir, pour en parler, d'être avec Hélène Elchaninov, qui mieux pour parler des valves et notamment de la valve aortique. Hélène, ces recommandations apportent quand même pas mal de choses nouvelles, notamment pour le TAVI et pour l'âge des patients chez lesquels il faut y penser. Oui, c'est vrai que ces recommandations étaient très attendues. On se doutait bien qu'il y allait y avoir un peu une extension des indications du TAVI et c'est vraiment un très gros changement puisque maintenant, à partir de l'âge de 70 ans, le TAVI est indiqué en première intention chez les patients à bas risque mais qui ont une valve tricuspide. Donc ça va vraiment augmenter le nombre de patients qui vont avoir une procédure quand même plus simple que la chirurgie. Avant, c'était 75 ans. Oui, c'était 75 ans pour les bas risques. Et c'est vrai qu'on hésitait souvent chez des patients un peu plus jeunes en disant mais pourquoi ils n'en profitent pas? Là, on a des données solides dans ça. On a aussi apparemment des données solides chez des patients qui jusqu'à présent ne nécessitaient pas d'intervention ou moins fréquemment, ce sont les patients asymptomatiques. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus de ces recommandations? Oui, alors il y a eu également quelque chose qui était également attendu parce qu'a été publiée récemment une étude randomisée chez les patients asymptomatiques. Les patients étaient randomisés entre une surveillance rapprochée tous les 6 mois et un TAVI alors qu'ils n'avaient pas de symptômes, ce qui était assez provocateur. Et on savait depuis longtemps que les patients asymptomatiques avec un rétrécissement aortique serré à bas risque, il y avait quand même quelques indications. C'est-à-dire que si la fraction d'éjection commençait à baisser à moins de 50%, si le rétrécissement aortique était vraiment très sévère, s'il évoluait très vite, dans ces cas-là, il fallait intervenir. Mais là, des patients qui étaient asymptomatiques avec une épreuve d'effort négative, c'était une étude vraiment importante. Et donc la recommandation qui a été émise aujourd'hui, c'est que c'est une indication de classe 2A pour des patients qui ont une forme de rétrécissement aortique serré, typique, qui sont à bas risque et chez lesquels le TAVI par voie fémorale est faisable, en gros. Et ça, c'est une alternative à la surveillance rapprochée qui, on le sait, est difficile à atteindre, en fait. Oui, alors ces patients doivent avoir une épreuve d'effort. Oui. Pour dépister, j'imagine, les patients faussement asymptomatiques. Quels sont les critères pour définir le rétrécissement aortique serré pour ces patients? Alors il faut qu'ils aient la forme typique, c'est-à-dire un gradient à plus de 40 mm de mercure, gradient moyen, une vélocité maximale à plus de 4 mètres par seconde et une surface à moins de 1 cm² ou 0,6 cm² par mètre carré. En gros, la forme classique, typique un peu du rétrécissement aortique. Oui, ces recommandations ne prennent pas en compte les low flow, low gradient. Non, c'est parce que dans cette étude-là, ça ne les prenait pas en compte. Et puis parce que la population des low flow est parfois un petit peu difficile, c'est-à-dire c'est la population dans laquelle souvent on s'aide du scanner, de l'échographie sous dobutamine. Donc voilà, c'est la forme typique qui a été évoluée dans les rétrécissements aortiques asymptomatiques. Alors, autre population qui peut être considérée comme difficile, ce sont les patients qui ont une bicuspidie. Oui, alors ça c'est un sujet très très important, en sachant quand même que un rétrécissement aortique sur valve bicuspide, c'est plutôt justement dans les 50-60 ans, et il y a le RA dégénératif du sujet âgé qui est celui qui concerne des patients de plus de 70-75 ans. Et on sait que les valves bicuspides, elles ont des particularités, elles sont souvent plus calcifiées, on peut avoir le rafet plus calcifié, on peut avoir une hauteur coronaire plus basse. Enfin, on savait déjà que le TAVI pouvait être associé à des un peu moins bons résultats. Et là, il y a eu récemment une étude qui s'appelle Notion 2, qui a eu un quart des patients avaient une valve bicuspide. Et dans cette étude, on a vu que ces patients-là, versus ceux qui avaient une valve tricuspide sur un rétrécissement aortique serré, avaient quand même une évolution un peu moins bonne. Donc c'est une population où il ne faut pas se jeter sur le TAVI, même s'ils ont un âge, s'ils sont en bas risque, parce qu'ils peuvent aller finalement beaucoup mieux avec la chirurgie. Donc dans ces cas-là, il faut vraiment bien étudier les caractéristiques anatomiques de la valve pour prendre la décision. Il y a une recommandation qui précise que cela peut, je crois que c'est du 2B d'ailleurs, qui précise qu'on peut recourir au TAVI chez les patients qui sont à très haut risque. Oui, à haut risque, bien sûr, oui, on peut. Et puis comme les fameux 70 ans dont on a parlé, ça a été précisé dans ces recommandations par rapport aux précédentes qu'il faut qu'ils aient une valve tricuspide. Donc c'est une certaine prudence qui a été ajoutée malgré le fait que l'âge est diminué. Le bilan du pré-TAVI
inclut très souvent une coronarographie, Oui. de fait. Ici, dans ces recommandations, on ouvre la porte au coroscanner. Oui, effectivement, parce qu'on sait que 30 à 40% des patients qui vont avoir un TAVI ou une chirurgie sur la valve aortique sont coronariens, et donc la coronarographie, c'était l'examen classique dans le cadre du bilan. Le scanner prend de plus en plus de place, on le sait, et donc son indication effectivement était un petit peu upgradée dans ses recommandations, surtout pour écarter ceux qui avaient des coronaires normales. Et on sait que effectivement ceux-là n'auraient pas besoin de coronarographie. Donc c'est vrai que ça peut modifier un peu l'organisation du screening, de la sélection des patients, parce que d'habitude les patients venaient dans un centre pour une coronarographie, donc d'emblée ils étaient discutés, ils avaient un scanner, ils avaient tout. Là la porte d'entrée sera peut-être le scanner. Enfin c'est important comme information. Ça permet éventuellement d'éviter effectivement un certain nombre de coronarographies. Et ça ouvre peut-être aussi la porte à la Heart Team, puisqu'on peut imaginer un coroscanner fait avant d'adresser au cardiologue interventionnel pour une discussion ouverte pour les patients. Oui, en sachant qu'en plus les chirurgiens maintenant aiment de plus en plus avoir un scanner quand on a ces discussions à Heart Team, parce qu'il est évident que si le patient a non seulement un rétrécissement aortique mais aussi un anévrisme de l'aorte, ce qu'on ne peut pas savoir si on fait juste une coronarographie, c'est des arguments qui sont bien. Et c'est vrai que si le bilan est complet, la décision est plus facile à prendre. Il y a aussi quelque chose de nouveau dans les recommandations, c'est que la place du patient dans la décision est encore plus soulignée dans ces recommandations qu'auparavant. C'est-à-dire qu'un patient peut dire moi je préfère ceci ou je préfère cela, et il faut en tenir compte, parce qu'au bout du compte c'est quand même lui qui va avoir à être soigné et à subir l'intervention. C'est une tendance qui se généralise, oui. Heureusement, oui. je dirais. Oui. Alors 2 points pour terminer, parce que c'est vaste, on pourrait discuter comme ça longtemps. La place de l'angioplastie. Alors l'angioplastie, bien effectivement, il y a à cet âge-là, surtout puisque le rétrécissement aortique, c'est des patients âgés, il y a des facteurs de risque communs, il y a des coronaropathies. Il y a pas mal de discussions autour de ça, c'est-à-dire que si le patient n'a pas d'angor, l'angor étant un symptôme aussi du rétrécissement aortique, il est assez classique de dire qu'on soigne le rétrécissement aortique, et on voit bien ce qui se passe. Si le patient a de l'angor, en général, on ne traite que les lésions les plus proximales ou les plus ostiales. Mais il y a pas mal de discussions. Si quand on décide de faire une angioplastie, est-ce qu'on l'a fait avant, est-ce qu'on l'a fait après? Ça va dépendre aussi du type de valve qu'on va mettre. Disons que c'est un sujet qui est encore... il y a pas mal de discussions autour de ça et d'études à faire. Et dernier point de précision, quel traitement antithrombotique après un TAVI? Alors après un TAVI, chez un patient qui n'a pas besoin d'anticoagulant parce qu'il n'a pas d'arythmie ou de valve mécanique, c'est aspirine seule. Il n'y a plus d'indication à une double antiagrégation plaquettaire, c'est même classe 3, c'est pas recommandé, donc c'est aspirine seule. Voilà. Sauf s'il y a un destent récent. Merci Hélène, merci, c'était passionnant. Et puis on vous invite tous à lire ces recommandations, à vous les approprier. Et puis à bientôt. Bientôt.